Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive, et avec mes trois invités, nous allons parler d'énergie dans le bâtiment. Et on va se poser la question de savoir quelle est la place dans le bâtiment pour les réseaux de chaleur et les ENRR, sachant qu'on sera plutôt sur cette deuxième approche sur les énergies renouvelables et de récupération. Avec moi pour en parler, monsieur Richard Loyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général d'Enerplan. Le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. C'est ce que j'allais vous demander, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. À côté de vous, madame Vera Drouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement de projets ENR et efficacité énergétique à l'ALEC. ALEC, L'Agence locale de l'énergie et du climat de Lyon. On est un réseau d'une quarantaine d'associations sur toute la France, des associations créées par des collectivités pour accompagner les démarches liées à la transition énergétique sur le territoire. Voilà, et donc vous vous intéressez aux énergies renouvelables et de récupération. À côté de vous, la métropole de Lyon, représentée par monsieur Olivier Morgan. Bonjour. Bonjour. On ne présente pas la métropole de Lyon ou on la présente ? Je ne sais pas si on doit la présenter. Donc, Métropole de Lyon, une collectivité territoriale qui est un peu particulière puisqu'on a intégré en 2015 les compétences du département. Donc, en fait, c'est une métropole à statut assez unique en France qui, du coup, cumule énormément de compétences et notamment sur l'énergie. Voilà, donc moi, je travaille au service énergie-climat au sein de la métropole, donc, qui est en charge notamment de la planification énergétique et le développement des énergies renouvelables. Les réseaux de chaleur urbain, donc moi je suis moins expert sur les réseaux de chaleur urbain qui sont suivis par mes collègues, mais je pourrais davantage vous parler du volet ENR. Voilà, bon, on va y revenir avec vous tout à l'heure. Et on va commencer avec vous, monsieur Loyen, pour parler d'énergie solaire, de soleil, de quoi d'énergie solaire, de chaleur et d'électricité, parce que finalement l'énergie solaire répond à deux besoins. Le besoin d'eau chaude et de chauffage, ou de process industriel de chaleur, et puis par ailleurs d'électricité. C'est deux technologies différentes qui peuvent parfois se marier. On a des panneaux hybrides qui font les deux, et on a des panneaux simplement qui font de l'électricité ou de la chaleur. Donc, sur la place de l'énergie solaire dans le bâtiment, je ne suis pas sûr que vous soyez très satisfait en fait de ce qui se passe aujourd'hui. Vers un moitié plein, voire un moitié vide. Le premier à moitié plein, parce qu'il faut commencer par une nouvelle optimiste, loi énergie-climat, tous les nouveaux bâtiments tertiaires, artisans, commerciaux, etc. vont avoir une obligation ou d'être solarisés ou d'avoir une toiture végétale. Donc quelque part, même les nouveaux parkings vont devoir être solarisés. À partir de 500 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés, ça va dépendre des typologies de bâtiments. Donc on a d'un côté l'État qui nous dit on solarise les bâtiments, notamment tout ce qui est bâtiments tertiaires, logistiques, commerciaux. Et puis de l'autre côté, il y a la RE 2020, la réglementation énergétique 2020 qui va s'appliquer à partir de janvier pour le logement. De janvier prochain, qui est dédiée au logement. Et là, on a une réglementation qui est maltraitante vis-à-vis de l'énergie solaire. Elle était déjà maltraitante avec la RT 2012, où on considérait mal, on valorisait mal l'eau chaude sanitaire collective. Ça, c'est un bug qui a été enlevé, heureusement. Mais avec la RE 2020, il nous reste un bug sur la modélisation du chauffage solaire. C'est pas super fiable en maison individuelle et c'est dévalorisant dans le logement collectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est pas super fiable et en quoi c'est dévalorisant ? Qu'est-ce que vous devriez pousser ? Aujourd'hui, on a un moteur de calcul qui valorise mal les performances du système en maison individuelle et encore plus qu'il les dévalorise en logement collectif. Donc, quand un bureau d'études fait tourner le logiciel, il dit le solaire thermique pour le chauffage, je le prends pas, c'est pas performant. Alors que dans la vraie vie, ça l'est. Donc voilà, c'est un effet de prescription. Par ailleurs, comme les solutions de chauffage sont extrêmement dépendantes de la qualité de l'enveloppe du bâtiment. Donc je ne peux pas vous dire, voilà. On sait que nous, on a un couplage solaire thermique avec le chauffage bois, qui est une solution 100% ENR, qui passe bien. Donc voilà. Et qui aujourd'hui n'est pas valorisé. Si, aujourd'hui est valorisé, mais sur le eau chaude solaire, ça marche. Quand on fait le chauffage solaire, ça bug. D'accord. Voilà. Donc ça fonctionne sur le chauffe-eau solaire. Enfin, ça fonctionne sur la partie eau chaude. Sur la partie eau chaude, ça fonctionne moins bien sur la partie chauffage. Et on en aurait besoin que ça fonctionne mieux. Oui, parce que c'est prescripteur. Mais globalement, si on prend un peu de recul, c'est un texte qui est quand même d'une complexité inouïe. avec encore des bugs dans le logiciel, le moteur de calcul, avec un truc qui doit s'appliquer au 1er janvier. Et pour rester optimiste, c'est qu'on a la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, qui est en révision dans le cadre du plan Fit for 55 au niveau paquet climatique à Bruxelles. Et donc la RE 2020, elle va devoir être reconfigurée pour avoir des bâtiments qui seront encore plus performants. Et on espère qu'à ce moment-là, on arrivera à passer le solaire. Et surtout qu'on arrivera à avoir une réglementation qui n'interdit pas le photovoltaïque. Parce qu'aujourd'hui et en l'état,
tel que le moteur de calcul est construit, on décourage de mettre du photovoltaïque. Alors, si j'ai bien compris, hein, on a parlé d'abord de solaire thermique. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'on a complètement fait un trait sur le solaire photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, en fait, l'État donne le choix aux entreprises, soit on végétalise ou on solarise des bâtiments, des entrepôts, des bâtiments commerciaux. Mais pour les logements, c'est quasiment l'Aéro 2020 empêche de faire du photovoltaïque avec le poids carbone mal considéré, avec le manque de précision sur l'autoconsommation. On ne prend pas un Energy Manager System, les batteries, ça n'existe pas. Bref, on a un logiciel d'un autre siècle qui ne valorise pas, voire empêche de solariser. Et c'est quand même dommage parce que les logements qu'on construit aujourd'hui, en 2030 ou en 2035, il y aura plein de bornes de recharge électrique et il aurait été mieux d'avoir des bâtiments qui soient des hubs énergétiques qui puissent permettre de recharger les voitures le jour. Voilà. En gros, hein, on a abandonné le BEPOS. On a abandonné le BEPOS en race campagne. Il reste quand même dans la loi Grenelle. Hein. C'est pour un trophée réglementaire, un trophée législatif. Il reste dans la loi, mais il n'est plus appliqué. Mais pour pas être trop triste quand même, parce qu'on est là pour se réjouir, on est sur un salon, et c'est ce que vont parler mes collègues, l'énorme potentiel qu'on a à traiter le parc bâti. Parce qu'on est en train de parler de nouveaux bâtiments, mais c'est 1% aujourd'hui du parc bâti. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on doit accélérer et massivement décarboner le parc existant. Et là, le solaire thermique comme le photovoltaïque, marié en combinaison avec d'autres solutions d'énergie renouvelable, que ce soit de la géothermie, du bois énergie, de la pompe à chaleur, on sera capable d'avoir des bâtiments super efficaces et qui consomment un maximum d'énergie renouvelable locale, solaire et électricité. Donc on a de la place pour... il y a de la place de toute façon pour les énergies renouvelables. Pour qu'elles se combinent. Pour qu'elles se combinent. Il faudrait peut-être aller un peu plus loin, d'après ce que je comprends de notre échange, là, du premier temps de notre échange, un peu plus loin dans la réglementation, ou essayer d'accompagner un peu plus le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans cette démarche. Honnêtement, il faudra un moteur de calcul qui marche, quoi. C'est le minimum qu'on peut demander. Oui. Sur ce constat, est-ce que vous êtes d'accord de ce que vous voyez, vous ? Nous, on accompagne des projets à la fois dans le neuf et à la fois dans la rénovation. Et je suis tout à fait d'accord, hein, le gros du travail, il sera à faire dans la rénovation. Le constat qu'on fait actuellement, c'est que les installations de chaleur renouvelable, que ce soit la géothermie, le bois énergie ou le solaire thermique, ces installations, elles savent s'adresser à une grande majorité de besoins. On est en France, souvent quand on parle d'énergie, on parle d'électricité. Il ne faut pas oublier que sur un territoire urbain comme le nôtre, les besoins de chaleur, ça représente 80% des besoins énergétiques. Donc vraiment, il y a un potentiel énorme à développer la chaleur renouvelable sur les installations existantes. D'abord chaleur renouvelable, parce que c'est ça le gros de nos besoins. Les deux, mais les deux. Mais c'est vrai que également sur le photovoltaïque, puisque nous, côté métropole de Lyon, donc on a mis en place des objectifs ambitieux à 2030, hein, qui sont notamment le doublement. Au global, on ambitionne de doubler la production d'ENR sur le territoire. Et comment on envisage de le faire ? C'est d'abord au travers du développement des réseaux de chaleur urbains, donc en multipliant par 2,5 à 3 le nombre d'abonnés. Donc actuellement, on a à peu près 63 000 personnes, je crois, qui sont raccordées. À 2030, on envisage 200 000 personnes. Donc sur, par exemple, le réseau de chaleur le plus gros, hein, de l'agglomération qui est Lyon-Villeurbanne-Bron, voilà, c'est une multiplication par 3 des abonnés qui est prévu, donc avec des extensions. Donc réseau de chaleur urbain, c'est renouvelable puisque c'est approvisionné actuellement à 60% et à 2030, ça sera à 65%, avec notamment des chaufferies biomasse et puis des compléments qui pourront être apportés par de la géothermie qui est actuellement à l'étude. Et on a également l'incinération des déchets urbains qui contribue aussi beaucoup à la chaleur renouvelable de ces réseaux. Donc ça, c'est la première action, c'est les réseaux de chaleur urbains. Ensuite, on a d'autres actions qui sont prévues. Donc c'est la méthanisation des bouts de stations d'épuration, donc un projet aussi assez ambitieux à l'horizon environ 2026-2030, qui permettra de méthaniser donc les bouts de stations. Ensuite, on a un objectif de multiplier par 10, et ça va plaire à monsieur, le photovoltaïque sur le territoire. Donc actuellement, on a à peu près on avait 25 MW crête installés en 2015, maintenant on est à 50
MW crête et on a l'objectif de 250 à l'horizon 2030. Donc vous voyez, on a déjà doublé, mais on va encore multiplier par 5. Donc j'en reparlais tout à l'heure, quelques actions. On a des actions prévues là-dessus pour soutenir ces projets. Pour soutenir cette filière, simplement, Voilà. ça passera par quoi? Ça passera par le bâtiment, par des centrales au sol, par des... Alors partout. Alors c'est vrai que les centrales au sol, on a sur un territoire assez dense. Donc forcément, on ne pourra pas beaucoup développer de nouvelles centrales au sol. On va privilégier plutôt à ce moment-là les centrales au sol sur des terrains pollués, anciennes décharges notamment. Mais le développement se passera essentiellement sur les toitures et sur les ombrières de parking. Donc on est en train de réfléchir un appel à manifestation d'intérêt là-dessus pour identifier les porteurs de projets potentiels. Sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est le volet solaire photovoltaïque. Et puis, on a également une action d'études en cours visant à valoriser la chaleur fatale industrielle sur la vallée de la chimie. Donc un projet qui est compliqué, mais voilà, avec quand même un potentiel important de valorisation. Et puis, dernier sujet, c'est un peu la cible de la prime éco-chaleur dont on va vous parler un peu plus. C'est justement développer tout ce qui est biomasse. Donc biomasse collective, mais petit projet, disons, qui ne serait pas raccordable au réseau de chaleur urbain. Donc là-dessus, on a un outil qui permet de financer des projets. Donc sur la biomasse, sur le solaire thermique et sur la géothermie sur nappe ou sur sonde. Et là-dessus, donc, on a contractualisé avec l'ADEME. On a mis en place un contrat de 3 ans qui permet de soutenir de façon très sensible les projets, puisqu'on a des taux qui sont de l'ordre de 40%, voire plus. Voilà. On ne dit pas plus parce que ma collègue vous fera des retours d'expérience Voilà, un peu plus. Juste avant le retour d'expérience, je reviens à vous tout de suite. Une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur le photovoltaïque et peut-être plus sur la chaleur d'une manière générale. La chaleur aujourd'hui, c'est quand même souvent effacé. C'est l'impensé énergétique français. Et la semaine dernière, il y avait la chaleur de la semaine de la chaleur renouvelable à Paris, où ça a été rappelé que c'est considérable dans notre bilan énergétique, dans notre bilan carbone, et que si on ne traite pas la chaleur et si elle ne devient pas renouvelable, on ne sera pas une France bas carbone en 2050. C'est pas vrai. Donc on va électrifier une partie des usages, et c'est bien. Notamment l'usage de mobilité, voilà, et d'autres usages avec intelligente de la chaleur, avec renouvelable, avec de la pompe à chaleur. Mais on aura besoin de bois énergie, de géothermie, de chaleur solaire, de réseau de chaleur. C'est indispensable pour toutes les collectivités et tous ceux qui font la collectivité, qui sont les maisons, les immeubles, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est quelque chose qui est complètement partagé. Et c'est bien que les collectivités le prennent en main et le portent avec des contrats d'objectifs territoriaux en lien avec l'ADEME pour faire avancer nos solutions et créer une dynamique avec les professionnels. Parce qu'on est un marché, c'est un peu la poule et l'œuf solaire thermique collectif. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de marché. Donc on a des professionnels qui n'investissent pas dans la formation parce que s'il n'y a pas de marché... Oui, parce que s'il n'y a pas de marché, c'est pas la peine d'aller dans la formation. Donc c'est super important que la collectivité, elle donne ce signal-là pour que les entreprises puissent se dire « Go, j'y vais, je me forme, je suis compétent sur le sujet ». Sur le photovoltaïque, ça me fait très plaisir également qu'on passe à 250 MW, c'est de l'ordre du raisonnable. Et il faut imaginer la ville de demain, et nos bâtiments et nos parkings comme des hubs énergétiques. Enfin, je dirais, c'est ce que va faire l'Allemagne. Toutes les nouvelles surfaces de bâtiments en Allemagne, elles deviennent solaires. Quand on se balade, quand on voit qu'ils mettent du solaire à peu près sur toutes les surfaces bâties. Les parkings également. Aujourd'hui, le plus grand parking d'Europe pour recharger des voitures V2G, il est où ? À Utrecht, en Hollande. Enfin, franchement, on a plus de soleil encore à Lyon et encore plus à Marseille. Donc à un moment, il faut que ça soit pris en main par les acteurs. Sur cette belle toiture, par exemple. Par exemple, sur le parking de Rexpo. Oui, mais je crois qu'il y a un projet sur le parking de Rexpo. Je sais. À vous, Madame Drouet, expliquez-nous en fait en quoi ça consiste, comment vous travaillez justement pour accompagner la métropole sur ces sujets-là. Alors la prime éco-chaleur, c'est un dispositif qui existe depuis 1 an et demi sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est financé par l'ADEME, donc un partenariat entre l'ADEME et la métropole de Lyon. Et nous, l'ALEC, on va accompagner les porteurs de projets pour faire en sorte qu'ils soient éligibles à ces aides-là. Donc la prime éco-chaleur, pour donner quelques ordres de grandeur, c'est 3,3 millions d'euros qui vont qui vont permettre d'aider les projets à se développer, donc solaire thermique, géothermie et bois énergie. Aujourd'hui, on a dépensé une petite moitié de l'enveloppe budgétaire.
Et donc l'intérêt de ces contrats de chaleur renouvelable portés par les collectivités, c'est qu'ils vont permettre de financer les petits projets qui ne sont pas éligibles au Fonds chaleur national de l'ADEME. Expliquez-nous ce qu'est un petit projet. Alors un petit projet, nous on en a financé une douzaine jusqu'à présent. Donc en solaire thermique, on a fait beaucoup de neufs avec des bailleurs sociaux, donc ça dépend des tailles des projets, 30, 40, 50 logements, où là le solaire thermique va permettre de chauffer, préchauffer l'eau chaude sanitaire. En bois énergie, on a fait un peu de neuf, un peu de rénovation dans le logement, mais on a financé aussi un projet une chaufferie bois, un groupe scolaire pour la Villeurbanne. Et en géothermie, un peu plus de diversité de projets. Donc on a financé un gymnase, un groupe scolaire à Vaux-en-Velin, une salle de spectacle à Vaux-en-Velin également, et un centre de formation à Lyon 8e. Et deux réactions. La première on a fait une copro qui faisait plus de 260 logements, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait. Et donc on peut quand même faire des projets. Quand on dit petits projets, on peut aller jusqu'à 12 000 MWh pour les chaufferies biomasse. Donc vous voyez qu'on peut quand même financer des choses assez importantes, donc des grosses copros comme j'ai cité par exemple. Ou des plus petits projets, du logement sur 35, 50 logements. Voilà. Et là, c'est de 0 à 12 000. De 0 à 12 000. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'adresser à tous ces acteurs. Alors là, vous me direz, effectivement, on manque un peu de tertiaire, on manque un peu d'industrie, mais on s'adresse à eux dans le cadre de partenariats avec les chambres consulaires, la CCI, les CMA. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on sait répondre à tous les besoins. Dès qu'on a besoin de chaud et de froid, la géothermie va être vraiment compétitive. Dès qu'il y a des grands besoins d'eau chaude sanitaire toute l'année, donc typiquement dans le cadre de logement, le solaire thermique aura toute sa place. Et pour tous les autres besoins, le bois, les chaufferies bois peuvent complètement se développer en neuf ou en rénovation. Avant de vous laisser continuer, vous avez réagi à ce qu'a dit Madame Drouet tout à l'heure. Pour donner un ratio, il faut à peu près 1 mètre carré de capteur solaire thermique par logement. Donc quand on disait 30 à 40 logements, c'est 30 à 40 mètres carrés sur le toit. C'est juste pour se donner une idée. Et les petits projets, c'est ce qu'on appelle chez nous, ça fait moins de 50 mètres carrés et ça fait 350 kilowatts. Donc c'est vrai, on est quelque chose qui sont... 35 kilowatts, pardon. C'est quelque chose qui ça reste raisonnable en termes de taille. Là où c'est important, c'est que ces projets, ils sont quelque part difficiles à aller chercher. La granulométrie, elle est assez petite et que des ingénieurs ADEME, il n'y en a pas assez. Donc c'est pour ça que la montée en puissance de la chaleur renouvelable, elle doit s'accompagner avec ce partenariat avec les collectivités pour qu'elle puisse faire sortir plein de dossiers parce que l'ingénieur ADEME, il va s'occuper du financement du réseau de chaleur où c'est un plus gros objet, etc. Il va passer. Mais pour un petit dossier, entre guillemets, c'est mieux que l'ingénierie elle soit facilitée au niveau du territoire. C'est très important. Je vous laisse continuer. Et juste pour dire sur les besoins, on a parlé des logements, mais les maisons de retraite, les EHPAD, les hôtels, les stations de lavage de voitures, le nombre de consommateurs d'eau chaude à l'année, ils sont phénoménaux. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Et d'ailleurs, les cibles de la prime éco-chaleur, c'est tout projet effectivement confondu, pour aller dans votre sens, hein, c'est y compris également les EHPAD, les collectivités, les entreprises, le tertiaire privé, tout sauf finalement les logements individuels. Voilà. Mais même une copro c'est éligible, les bailleurs sociaux sont éligibles, voilà, quasiment tous les projets. Madame Drouet, on ne vous interrompt plus. Non, il n'y a pas de problème. On peut parler un peu de financement. Rapprochez un petit peu votre micro. On peut parler Alors allons-y sur le financement. Comment ça se passe ? Sur le financement de ces aides-là, la géothermie va être aidée essentiellement sur les... les projets de géothermie vont bénéficier d'une subvention qui va couvrir par exemple les forages. Donc si dans le neuf, dans un bâtiment de bureau par exemple, où on va avoir besoin de chaud et de froid, et où un maître d'ouvrage va se poser la question de l'aérothermie ou de la géothermie, on pourra fortement l'encourager à aller vers la géothermie, puisque les forages pourront être couverts intégralement par les subventions sur le territoire de la métropole de Lyon dans le cadre de la prime éco-chaleur. En solaire thermique... Excusez-moi, sur une installation complète, qu'est-ce que ça représente en termes de coût ? Si on doit donner un pourcentage ou une fourchette ? Si on compare une solution d'aérothermie à une solution de géothermie, déduction faite des aides, on va avoir un ordre de grandeur comparable. D'accord.
Après, tout dépend des projets. Bien sûr, sur un projet où on n'a pas de besoin de froid et où le bâtiment peut être raccordé au chauffage urbain ou au gaz, là, les temps de retour sur investissement seront beaucoup plus longs. Mais quand on est loin de ces réseaux de chaleur, la géothermie a toute sa place. Et d'autant plus qu'on finance le forage. Voilà. Tout à fait. Après, Et d'autant qu'on a un meilleur COP avec de la géothermie sur nappe ou sur sonde qu'avec de l'aérothermie, quoi. Ça, vous confirmerez. Vous nous rappelez le COP pour ceux qui ne sauraient pas? c'est Coefficient de rendement. performance. Coefficient de Coefficient de performance. performance, c'est ça. Le COP. Le rendement d'une installation de géothermie, il va être de 4, 5, voire 6 quand quand la géothermie est très bien exploitée, alors qu'en aérothermie, on sera plutôt aux alentours de 2,5, 3. Donc ça veut dire que 1 kWh d'électricité pour faire tourner la pompe à chaleur permet de produire 4, 5 ou 6 kWh de chaleur. Donc de ce point de vue-là, ce sera plus intéressant en géothermie. Oui. Rapidement. J'ai en tête une réhabilitation qui a été faite sur, je crois, la métropole de Lyon sur un bâtiment tertiaire qui devait être à 450 kWh par an et mètre carré, donc pas loin d'une EHPAD, d'une épave énergétique, et qui a été complètement refait en termes d'enveloppe. Géothermie, avec une technologie hybride où on fait de la chaleur et de l'électricité fabriquée en France. Et du coup, on va recharger les puits de géothermie avec la chaleur solaire l'été, ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer le système, la performance du système géothermique et avoir des COP qui soient plutôt entre 6 et 8. Donc on peut viser la super haute performance énergétique en mariant des technologies. Et en plus, là, on a du photovoltaïque en autoconsommation pour les autres besoins qui ne sont pas des besoins de chaleur. Et ils sont nombreux au niveau d'un parc bâti. Ça, c'est important ce que vous dites parce que je trouve que c'est effectivement très important de jouer sur la géothermie à la fois pour produire du froid et du chaud. Parce qu'actuellement, on a un souci, par exemple, sur des secteurs comme Pardieu, où on a beaucoup plus d'usage de la géothermie pour faire du rafraîchissement. Et du coup, on a des phénomènes d'élévation en fait, de la température de la nappe. Alors qu'avec de la géothermie avec double usage, on a un rééquilibrage du coup qui se fait des températures. Et c'est beaucoup plus durable. D'accord, donc la géothermie vertueuse. Si on continue sur les autres systèmes. Alors, en solaire thermique, on va avoir un financement de l'ordre de 50% de l'installation du coût des panneaux et donc des temps de retour sur investissement par rapport au gaz de moins de 10 ans. Quoi. Moins de 10 ans avant l'augmentation du coût du gaz. Avant l'augmentation du coût du gaz. Voilà, donc aujourd'hui, on est certainement, et si le gaz continue sur sa lancée, ce sera certainement très intéressant. Tout à fait. Et vous voulez peut-être réagir là-dessus? Non. Le gaz et les lacs. Le gaz Et le CO2. Et le CO2. Et ensuite, sur le bois énergie, donc on va avoir des temps de retour sur investissement, pareil, d'une dizaine d'années. Tout dépendra de l'énergie de référence. Si on est par rapport au gaz, un gaz pas cher comme aujourd'hui, là, on aura des temps de retour de l'ordre d'une petite dizaine d'années. Si on a une installation qui tourne au fioul, là, les temps de retour seront beaucoup plus courts. Quand vous dites un gaz comme aujourd'hui, c'est le gaz qui a augmenté comme aujourd'hui, il n'est pas encore assez cher pour que ce soit vraiment rentable. Oui. Je pense que c'est le gaz comme hier, enfin, comme le mois dernier, disons. Comme le mois dernier, il est en d'accord. train d'augmenter, quoi. Et ça dépend de quel gaz on parle. Il y a le gaz de réseau aujourd'hui qui est quand même économique, mais après on a le propane et le butane qui sont des gaz extrêmement chers. C'est en gros de l'électricité, c'est du gaz au prix de l'électricité, voire plus. Donc là, quelqu'un qui aujourd'hui a du butane ou du propane pour son gîte, pour son restaurant, que sais-je encore, il a tout avantage à passer au solaire. Enfin, je vois des installateurs dans la salle qui ne me démentiront pas. Donc aujourd'hui, on a vraiment un intérêt pour passer aux énergies renouvelables dans le bâtiment. Sur les aides, on a fait un petit peu le tour ou est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter? Est-ce que vous voulez nous présenter par exemple une opération qui, à vos yeux, dans vos souvenirs, est très vertueuse du point de vue de l'énergie renouvelable et quelque chose qui a été financé avec votre aide, avec votre accompagnement en tout cas? Je réfléchis à une opération dont je pourrais parler. On a un centre de formation à Lyon 8e c'est un centre de formation, donc c'est une chaufferie qui va être rénovée. Ils vont faire de la géothermie. Donc moi, ça me semble intéressant de montrer que même en rénovation, on peut faire de la géothermie quand on a de la place. Et l'essentiel des nouveaux besoins vont être couverts par l'installation de géothermie. Donc très vertueux.
Tout à fait. Et l'installation va permettre de couvrir des besoins de chaud et de froid. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on a le décret tertiaire sur la performance énergétique du Oui, bâtiment. alors c'était ma prochaine question. Merci de Je vous devance. l'anticiper. Est-ce que le décret tertiaire là, c'est pas- va nous permettre Oui. d'avancer? Alors là, c'est pas seulement un intérêt, c'est une obligation. Globalement, on va devoir faire 30, 40, 50% d'efficacité énergétique d'ici 2050. Et c'est la fois des consommations. Donc c'est bon pour l'autoconsommation photovoltaïque, c'est super bon pour l'efficacité énergétique et pour la chaleur renouvelable. Et si moi aujourd'hui j'étais un hôtelier dans la métropole de Lyon, pour améliorer mon efficacité, je peux avoir une aide. Vous vous rendez compte l'opportunité? Normalement, il n'y a pas une réglementation qui vous impose quelque chose. Quand c'est imposé, c'est imposé. On n'est pas aidé. On a la chance, on fait partie d'un beau pays où aujourd'hui, on a des incitants publics qui sont là pour inciter à cette conversion, à cette transition et que l'économie soit plus un sujet parce que c'est forcément rentable. Donc après, on va travailler sur les compétences parce qu'aujourd'hui, toutes nos filières, elles mobilisent des compétences et c'est super important que ce marché, entre guillemets, accompagne, fasse se développer nos entreprises, installateurs, bureaux d'études avec les nouvelles compétences à la clé pour pouvoir faire une France sans carbone avec un maximum de chaleur et d'électricité renouvelable produite localement. Les compétences, est-ce qu'elles sont là? On est en déficit, on a des compétences, oui, mais des entreprises, on en accepte tous les jours. Toutes celles aujourd'hui qui ne font pas encore d'énergie renouvelable vont devoir se reconvertir parce que c'est le cœur du métier de demain. Si je fais installateur et que je fais que des chaudières gaz, j'ai pas d'avenir. Donc il faut que je m'intéresse à ces questions C'est indispensable. d'énergie renouvelable. Sur ces questions de compétences, est-ce qu'à Lyon, dans le Grand Lyon, on travaille là-dessus? Est-ce qu'on essaie aussi d'accompagner les entreprises à aller vers ces sujets-là? Alors c'est un petit peu moins mon domaine, mais oui, en effet, hein, les services de développement économique ont des actions auprès des partenaires pour booster un petit peu tout ça, et sont en lien avec des relais, il y a des centres de formation. Les TNRDIS, les centres de formation. Mais bon, moi je suis un peu moins sur cette partie-là, donc je vais être un peu plus sec. Madame Drouet. Après, au niveau de la LEC, nous, on organise très régulièrement des ateliers, des événements à destination des bureaux d'études, des exploitants, pour échanger justement sur toutes ces nouvelles questions et encourager les bureaux d'études à se faire, à avoir une certification pour leur permettre de faire des installations de qualité. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la prime éco-chaleur nécessite d'être accompagnée par un bureau d'études à un moment dans le projet qui est certifié. Par l'OPQIBI. Par l'OPQIBI, oui, tout à fait. Monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était pour confirmer effectivement qu'on demande des bureaux d'études qualifiés RGE. On arrive au terme de notre petit échange. Je vais vous demander à tous les trois une conclusion. Sur une thématique bien simple, on va faire un peu de prospective. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir y arriver à mettre beaucoup d'énergie renouvelable dans le bâtiment? Est-ce qu'on a les outils en main et comment vous voyez le développement pour les 10 ans à venir? Parce qu'on a une réglementation, par exemple RE 2020, qu'on nous annonce pour 10 ans. Est-ce qu'on a tous les outils en main aujourd'hui pour pouvoir y arriver? Oui. On va commencer par vous. Oui, parce qu'on a aujourd'hui l'engagement de plusieurs filières. Aujourd'hui, on a les secteurs du bâtiment, la CAPEB ou la FFB, qui sont devenus des pro-transition énergétique et c'est des grandes machines quelque part. Donc on a une profession qui est en train de muter. Elle voit très bien que la transition, c'est devant et on n'a pas le choix quelque part. Neutre en carbone 2050, c'est pas une option, c'est une obligation. Donc aujourd'hui, c'est tout un secteur économique qui est en train de bouger et j'ai plaisir à travailler avec eux. Voilà. Et donc l'énergie renouvelable a toute sa place. L'énergie renouvelable est indispensable. Quand on regarde aujourd'hui les scénarios, même le plus pessimiste de RTE, il va nous falloir 50% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon de 2050. Donc de toute façon, on y va. On y va, il va falloir faire 100% de chaleur renouvelable à côté de l'électricité qui sera en partie renouvelable, en partie nucléaire à ce moment-là, et on verra. Mais voilà, le renouvelable, c'est le memento, ça se développe partout dans le monde. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas à Lyon alors? Ou à la métropole lyonnaise? Petit mot de conclusion. Aucune raison, en effet, puisque tout est aligné déjà au niveau des documents de planification. Les objectifs ont été validés, ont été votés. Il y a une forte volonté des élus d'avancer dans ce domaine-là. Les objectifs, c'est quoi?
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc doublement des énergies renouvelables à 2030. Donc actuellement on a 8% de la production de l'ensemble de la métropole, hein, 1,3 million d'habitants, énormément d'emplois, qui est assuré par des ENR. Bon, c'est déjà pas rien, notamment grâce à 2 barrages. Donc le but, c'est doubler, donc de passer, alors vous allez dire 17%, c'est pas grand-chose par rapport aux objectifs français, mais néanmoins, faut y arriver, 17% sur une métropole qui consomme énormément. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif 2030 et puis qui sera renforcé bien entendu dans les années qui vont venir. Donc les actions, je les ai un petit peu déclinées tout à l'heure avec ces grands axes, hein, le développement des réseaux de chaleur, le solaire photovoltaïque, les ENR thermiques, etc. Il y a un plan d'action, il y a notamment une vingtaine d'actions qui sont prévues sur ce champ-là, donc avec les moyens qui sont au sein de la métropole et qui sont également déclinés avec l'aide de l'ALEC, hein, qui est financée en grande partie par la métropole, donc qui est son bras un petit peu, je dirais, technique armé, quoi, pour porter le développement des ENR. Donc voilà, la volonté est là, les moyens sont là, et il y a un certain nombre de dispositifs d'aide également qui sont là, donc il faut y aller, quoi. Faut en profiter. Faut en profiter parce que bon, au-delà. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, parce que le dispositif se termine en avril 2023, donc sera-t-il prolongé? Pour l'instant, on ne sait pas encore le dire. Donc il faut y aller maintenant. Madame Drouet, vous avez le mot de la fin. Quelques mots pour conclure. Je pense qu'on a la chance d'avoir un territoire. Approchez un petit peu. On a la chance d'avoir un territoire qui a beaucoup de ressources naturelles, que ce soit le bois, la géothermie, le solaire. On a les technologies pour exploiter ces ressources qui sont mûres et matures et qui savent s'adresser aux différents besoins. Et la réglementation va nous aider à développer ces énergies renouvelables. Sur les territoires qui sont dotés de subventions, on a des énergies qui sont compétitives. Donc moi j'ai bon espoir qu'on continue dans ce chemin-là. Sur ce chemin-là. Sur ce chemin. Merci beaucoup d'être venu. On a commencé par une note un petit peu pessimiste et on termine par une note optimiste. Merci à vous, d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Merci beaucoup. C'est un moment à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous d'être venu jusqu'ici pour nous parler d'énergie renouvelable dans le bâtiment. Merci.